votre temps. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je me présente donc Fanny Jabour. Je suis responsable de l'équipe Customer Success Management chez Seven Speaking. Donc, qui sommes-nous pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? On est un éditeur de contenu linguistique digital. Donc on aura l'occasion d'en parler un petit peu après de la présentation, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient plutôt à cœur. Pourquoi? Parce que dans mon métier de tous les jours, j'essaye vraiment d'en discuter avec vous, responsable formation, RH. J'essaye de vous expliquer un petit peu comment vos collaborateurs peuvent intégrer leur formation vraiment tout au long de leur mission quotidienne. C'est vraiment pas chose facile. Donc pour ça, je vais essayer de vous expliquer un petit peu déjà qu'est-ce que ce format d'apprentissage. Et ensuite, on va essayer de voir comment on peut justement mettre en place ce format d'apprentissage aussi, qui est donc apprendre dans le flux de travail. Donc, qu'est-ce qui a initié justement ce concept d'apprendre dans le flux de travail? C'est Josh Bersin en 2018. Et il définit ça comme un format très court, qu'on peut appliquer très rapidement aussi lors de ses missions quotidiennes, et surtout, et ça c'est le plus important, qui est disponible au bon moment, vraiment au moment où on en a besoin. Et c'est ça qui généralement intéresse le collaborateur. Donc évidemment, au lieu de mobiliser un temps précis d'1 heure, 2 heures, 3 heures dans sa semaine, on essaye de se trouver des petits créneaux pour pouvoir justement intégrer ces petites formations, ces micro-formations, on va en parler, sous quel format justement. Mais d'abord, j'aimerais vous donner quelques chiffres clés. Un chiffre qui n'est pas noté et que je trouve essentiel, c'est ce chiffre, je pense qu'on s'en doute pas vraiment, mais à votre avis, peut-être qu'on va faire un petit sondage rapide, est-ce que vous savez combien de temps un collaborateur prend dans la semaine pour apprendre une compétence? Ou pour juste apprendre tout court? Est-ce que vous avez une idée par semaine? 3 heures? Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Non? Ok. Alors non, c'est pas 3 heures, c'est seulement 24 minutes par semaine, donc c'est très court. Mais merci pour la proposition. Effectivement, c'est pas anodin parce que tout le monde pense qu'on apprend beaucoup plus que ça dans la semaine, mais en fait pas du tout. On apprend seulement 24 minutes par semaine, donc c'est très court. Donc il va falloir être efficace et savoir trouver les bons moyens pour justement apprendre efficacement. Donc d'autres chiffres clés, par exemple, un collaborateur, il passe 6,5 heures par jour à transmettre, déjà à trouver une information, ce qui est long. Parfois on met du temps à trouver une information, mais surtout à transmettre cette information. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que plus de 68% des employés, donc ça vient d'une étude LinkedIn Learning, indiquent préférer apprendre au travail. Donc ils préfèrent apprendre en travaillant plutôt qu'apprendre le soir ou le week-end par exemple. Et justement, 49% de ces collaborateurs disent préférer et aimer travailler justement dans le flux de travail. Donc justement, quels sont les enjeux pour les entreprises de mettre en place ce système-là? Déjà, parce qu'on est dans un monde, bon, c'est pas un secret de Polichinelle, je pense qu'on le sait tous, dans un monde où la digitalisation est grandissante et le collaborateur a besoin d'une flexibilité apparente. Donc ça veut dire qu'il doit être capable de pouvoir se former un petit peu tout le temps et qu'il ait aussi les outils adaptés. Donc avec cette digitalisation, qu'il ait les outils, les logiciels qu'il faut, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, c'est très facile d'aller chercher de l'information. Donc avec tout le flux d'informations qu'on a, d'ailleurs on a énormément d'informations. L'idée c'est d'aller trier cette information et de sélectionner la bonne information au bon moment et pour la bonne chose. Donc ça c'est aussi un grand défi et aussi comment on peut avoir accès à cette information de manière plus efficace. Évidemment, une donnée, je pense qui vous parle aussi, plus de 85% des métiers de 2030 ne sont pas encore connus. Ça montre à quel point on a une évolution grandissante qui demande en fait des nouvelles compétences et nous demande finalement de pouvoir retrouver des compétences et réadapter ces compétences en fonction de la demande du marché. Et ça, c'est un vrai défi, un réel défi pour toutes les entreprises.
Donc par rapport à ça, donc ça c'est une étude de Pôle emploi, évidemment, donc on a une évolution des métiers qui demande à ce qu'on se forme de plus en plus. C'est pour ça que c'est un sujet clé, et c'est pour ça qu'on est tous là d'ailleurs aujourd'hui, pour discuter de formation et qui demande de la réflexion. Et donc comment les collaborateurs peuvent se former de manière plus efficace et plus rapidement, et justement ne pas perdre en efficacité dans leur mission. Autre point très important aussi, évidemment, c'est l'épanouissement des collaborateurs. Pourquoi ? Parce qu'un collaborateur, en fait, quand il a l'impression d'apprendre et d'évoluer dans son métier, il a aussi l'impression, forcément, il est plus épanoui. Et un collaborateur plus épanoui, il est plus performant, il est plus productif. Donc, la formation rentre évidemment dans ces champs. Voilà, donc ça c'est un petit peu les enjeux, mais évidemment quels sont les avantages de ce nouveau format, enfin ce nouveau, je dis nouveau mais il n'est pas du tout nouveau, on va voir pourquoi, mais les avantages de l'apprentissage dans le flux de travail. Aujourd'hui on parle évidemment de gain en temps et de flexibilité. Pourquoi gain de temps ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas à devoir se fixer des créneaux d'1 heure, 2 heures, 3 heures dans la semaine pour pouvoir se former. Évidemment, il existe toujours ces formations obligatoires, un petit peu classiques, ces formations en bureautique, en sécurité, qu'on doit tous faire, vous les connaissez, ces formations. Mais l'idée, non, c'est d'essayer de pouvoir trouver des petits créneaux plus rapides où je vais pouvoir intégrer l'information en travaillant, en fait, finalement, juste en travaillant. Et la flexibilité, pourquoi ? Parce que le collaborateur qui est en télétravail, en home office, il va devoir apprendre dans tous les cas, qu'il soit à la maison, qu'il soit au travail, qu'il soit peu importe. Il doit pouvoir, donc nous, à l'entreprise, on doit pouvoir permettre au collaborateur de la flexibilité dans son apprentissage. Autre avantage, et là je vais vous montrer une courbe, peut-être que vous connaissez bien, la courbe d'Ebbinghaus. Pourquoi j'ai envie d'en parler aujourd'hui ? Parce que souvent quand on apprend, on a tendance à oublier tout ce qu'on apprend. Si on se rappelle de ce qu'on a appris sur les bancs de la fac, je pense qu'on se rappelle tous de nos contrôles, de nos interrogations. Donc on pouvait passer 2 heures, 3 heures, 4 heures à apprendre des tonnes et des tonnes de bouquins pour en fait, une semaine après l'examen, ne plus s'en rappeler. Donc, est-ce que c'est vraiment efficace ? Donc, en fait, c'est un petit peu ce qu'explique la courbe d'Ebbinghaus. Aujourd'hui, on retient à peu près 1 ou 2%, voire 10% maximum de ce qu'on a lu ou écrit. En revanche, on va vraiment retenir entre 70%, j'ai appris d'ailleurs, pour ceux qui donnent des conférences. Donc, je pense que, pour le coup, j'espère en tout cas avoir retenu ce que je vais vous présenter aujourd'hui, même si c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place avec mes clients et d'ailleurs avec mon équipe aussi. Mais surtout, je retiens plus de 90% de ce que je mets en application tout de suite. Donc, ce que je fais, en fait, je l'apprends quand j'expérimente, on va dire. Donc ça, c'est plus de 90% de ce que j'apprends, c'est quand je le fais. En fait, learning by doing. C'est ça que je voulais vous expliquer. Donc évidemment, on est plus productif quand on apprend et qu'on retient plus facilement. On est plus productif et on est plus performant. Autre avantage, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'engagement de l'apprenant. Quand l'apprenant décide d'apprendre au moment où il en a besoin et quelque chose dont il a besoin et dont il va se rappeler, évidemment, il est plus volontaire. Enfin, en tout cas, c'est lui qui est volontaire et donc il sera plus engagé, il aura plus envie de continuer son apprentissage. Donc là, c'est vraiment important puisque forcément, il va atteindre les objectifs que lui-même s'est fixés. Ça peut être très court. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai pas donné l'exemple tout à l'heure, mais je pense que c'est important que je vous donne un exemple pour que vous puissiez vous situer un petit peu. En tant que CSM, on est souvent amené à utiliser des tableaux Excel. Vous les connaissez, ces tableaux Excel où on analyse des données à longueur de journée. Donc l'idée, c'est, on peut être confronté parfois à des formules. On se dit, bah tiens, j'ai besoin d'une formule Excel. Je suis pas très sûre. Je vais peut-être tout de suite ouvrir une vidéo YouTube et regarder si je peux trouver rapidement cette formule. Qu'est-ce que je fais ? J'ouvre ma vidéo YouTube qui dure 1 minute, 2 minutes. Je récupère la formule et hop, je l'applique dans mon tableau. Tout de suite, je vois en fait qu'elle fonctionne, super, et je vois en fait les résultats de mon apprentissage très court, en fait, à travers cette vidéo YouTube qui dure 1 à 2 minutes. Mais finalement, j'ai pas stoppé mon temps dans la semaine pour me dire bah tiens, je vais prendre 1 heure pour apprendre toutes les formules d'Excel. Non, je suis allée chercher vraiment la formule dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Donc là, évidemment, j'ai été volontaire, je suis allée chercher cette formule moi-même, et donc c'est beaucoup plus efficace. Autre point, et je trouve que c'est un point aussi qui est extrêmement intéressant, c'est ce point finalement de hiérarchie
en termes d'enseignants et d'apprenants. Souvent, quand on a une formation un peu classique, on va avoir l'enseignant et l'apprenant, et donc on va avoir une certaine hiérarchie. Ici, dans ce système d'apprentissage, on va avoir finalement l'apprenant et l'enseignant. En fait, il n'y a pas vraiment d'enseignant, il va y avoir celui qui va apprendre, et il n'y a pas vraiment de hiérarchie, et donc du coup, ça responsabilise le salarié, le collaborateur qui aura envie de continuer à apprendre et à s'engager beaucoup plus. Autre point et dernier point, c'est des retombées mesurables. Pourquoi des retombées mesurables? Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, quand on applique tout de suite ce qu'on a appris, on peut avoir tout de suite finalement les conséquences. En fait, on est témoin des conséquences de notre apprentissage très vite. Et ça, on peut facilement mesurer. Et donc, on peut parler aussi de boucles de feedback positif. Pourquoi? Parce que plus un apprenant va apprendre, plus il aura envie d'apprendre et plus donc il sera performant. C'est ce que je disais tout à l'heure, puisque comme je suis tout de suite témoin des résultats de mon apprentissage, tout de suite, en fait, j'ai envie de continuer à apprendre et d'évoluer finalement dans ma compétence de plus en plus. Donc comment justement on met en place ce système d'apprentissage? Je pense que c'est surtout ça qui vous intéresse. Donc la première étape qui est essentielle, c'est évidemment mettre en place des nouvelles cultures d'entreprise. La première, je pense finalement que vous l'avez tous, c'est la culture du digital, du changement, qui est très très reliée à la culture du digital. Pourquoi ce sont des cultures finalement qui sont essentielles? Parce qu'en fait, celle qu'on veut vraiment mettre en place, c'est la culture de l'apprentissage. Mais sans ces deux autres cultures, c'est presque impossible de la mettre en place et de l'implanter à long terme en entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on est dans un environnement digital où en fait le collaborateur doit être au centre et à qui on doit vraiment où la flexibilité est un enjeu, etc. Et donc forcément, c'est des cultures qui sont essentielles. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Le plus important, c'est la partie vraiment culture de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que, évidemment, on a tous envie d'être une entreprise, une organisation apprenante. Et ça, vous, RH, vous êtes vous êtes un rôle clé dans cette mise en place de culture d'apprentissage. Pourquoi? Parce que vous allez accompagner vos collaborateurs dans l'apprentissage. Parce que, attention, apprendre à apprendre, c'est vraiment très important puisque l'apprentissage, c'est pas forcément inné. Aujourd'hui, les collaborateurs, on est vraiment plus ou moins inégaux face à l'apprentissage. On ne va pas facilement aller vers une formation. On va pas forcément se dire tiens, je vais me former sur telle ou telle compétence. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui se travaille et on a besoin d'accompagner le collaborateur dans ce rôle de formation et donc aller chercher de l'information, essayer de poser des questions à ses collaborateurs pour comprendre finalement quel est le format le plus adapté à mon collaborateur et qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce qui va retenir comment il va pouvoir retenir le mieux pour pouvoir être plus performant dans ses missions et ne pas perdre de temps. Et ça, le RH, il a vraiment un rôle essentiel. Donc, qu'est-ce que justement une culture d'apprentissage? Je pense que vous savez tous ce que c'est, mais j'avais vraiment envie de recentrer certaines notions. Donc évidemment, le collaborateur, il doit être au centre de ces discussions autour de la formation. On doit lui poser des questions. On doit savoir finalement si, est-ce que la formation que j'ai faite la semaine dernière, est-ce que vraiment elle t'a parlé? Est-ce que tu sens que ça t'a apporté quelque chose? Donc ça, c'est vraiment essentiel pour qu'il puisse partager ses idées, qu'il soit acteur en fait de l'évolution de la formation en entreprise. Deuxième point, c'est qu'en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais à travers l'apprentissage, on vit parfois des expériences assez intéressantes. Là, on a une vraie notion de, je peux faire des erreurs, je vais apprendre avec ça. Donc là, c'est la troisième notion aussi. Donc je fais des tests dans un milieu qui réagit. Je me rends compte que quand j'apprends, j'ai le droit de faire des erreurs et finalement, je vais apprendre plus de mes erreurs. Et c'est un petit peu la clé finalement de tout ça, c'est j'apprends de mes erreurs. Et pour ça, il faut que ce soit vraiment ancré dans la culture d'entreprise. Que l'apprentissage, ce soit quelque chose qu'on essaie de partager aux collaborateurs et dans lequel on inclut vraiment tous les collaborateurs de l'entreprise pour que ils se sentent intégrés et qu'ils puissent de lui-même aller apprendre pendant ses missions de tous les jours. Donc cette culture d'apprentissage, elle se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait au niveau de l'individu seul, mais aussi au niveau du groupe et de l'organisation. Pourquoi l'individu seul? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il doit avoir le réflexe d'aller se former tout seul. Au niveau du groupe, encore une fois, c'est un côté un peu plus je capitalise autour finalement des compétences des autres collaborateurs. Et on partage. Il y a une histoire de partage. On essaye de partager les compétences, d'en discuter ensemble. Et ça, c'est extrêmement important. Et la culture d'apprentissage, elle va vraiment jouer aussi à ce niveau-là. Et évidemment, au niveau de l'organisation, la direction doit être impliquée dedans aussi. Ça doit être un pilier
des décisions, évidemment au niveau de la formation. Alors, je vais vous donner quelques outils qu'on connaît bien chez Seven Speaking pour justement apprendre dans le flux d'apprentissage. Le premier outil, c'est le micro-learning. Je pense que vous avez déjà tous entendu parler de cet outil-là, qui est donc, ce sont des modules qui sont très courts, qui vont parfois de 20 secondes à peu près 30 minutes. Et ces modules, en fait, ils permettent de pouvoir centrer sur une compétence ou sur même une information plutôt précise et par la suite, vraiment pouvoir mémoriser beaucoup plus facilement cet apprentissage-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais l'apprendre dans un moment, parfois, je sais pas, je suis en train de prendre le métro, je suis dans un moment où finalement j'ai un petit peu de temps, je peux ouvrir mon petit micro-learning avec ma leçon, et là, je peux très rapidement mémoriser une compétence. Et par la suite, pour l'entreprise, ce sont des contenus plutôt faciles. Si je reprends l'exemple de la vidéo YouTube, ça peut être des vidéos très courtes, très simples, qui ciblent finalement une compétence que le collaborateur pourra utiliser de manière quotidienne dans ses missions. Évidemment, facile à produire, donc moins onéreuse. Autre point aussi, c'est le Atawadak. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc at pour at anytime, how pour anywhere et at pour any device, évidemment, hack pour any content. Donc en fait, ça s'adapte à tout. Là, vous avez tout ce qu'il faut. Donc n'importe quand, je peux me former n'importe quand, n'importe où, quand j'en ai besoin. Sur n'importe quel support, donc que ce soit sur mon PC, sur mon portable, mais aussi sur tout type de contenu. Autre point, le just-in-time learning. Donc c'est pas tout à fait pareil que le micro-learning. Là, on parle vraiment d'une approche un peu plus ciblée. Donc en fait, j'apprends vraiment quand j'en ai besoin. Donc je peux aussi reprendre tout à l'heure mon exemple d'Excel. J'avais vraiment besoin de cette formule à ce moment-là. Du coup, je vais me former précisément sur cette formule. Alors, c'est pas forcément facile de se former au moment où on en a besoin. C'est pas forcément instinctif. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour aller à l'encontre justement de ce blocage. Parfois, on se dit, en fait, généralement, on a un petit peu peur de se diriger vers la difficulté. On va se dire naturellement, bah tiens, c'est un peu compliqué cette formule. Tant pis, je vais faire un autre tableau Excel, je vais me débrouiller autrement. Donc c'est souvent ça, c'est souvent le réflexe qu'on peut avoir. Donc là, j'ai deux solutions pour ça. La première, c'est vraiment qu'est-ce qui est important à ce moment-là. Est-ce que c'est que finalement j'ai le résultat rapidement et que je puisse avoir rapidement les résultats grâce à cette formule, ou est-ce que finalement c'est que je passe à autre chose? Donc voilà, ça c'est vraiment, je me mets un post-it, je me pose la question, est-ce que c'est important? Deuxième point, c'est ce fameux effet de Zeigarnik. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est cette petite voix que j'entends dans ma tête qui me dit « Oh là là, n'oublie pas d'envoyer cette enveloppe ce soir à la poste, de déposer cette enveloppe, ou n'oublie pas de finir ce que j'ai oublié de finir dans la journée, etc. » C'est cette petite voix finalement dans ma tête qui me dit « N'oublie pas de finir ou de faire. » Et en fait, souvent, on est amené parfois à se dire « Bah tiens, c'est pas le moment, c'est pas le bon moment d'apprendre maintenant. » Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, en fait, je vais peut-être créer une playlist. Nous, chez Seven Speaking, on a justement une playlist où je me dis, bah tiens, je sais que cette information, je vais en avoir besoin. Je la réserve pour plus tard, mais je la mets sur ma to-do. Donc, au moins, je sais que je vais la faire. Je le fais peut-être pas tout de suite, mais je le ferai au bon moment quand j'en aurai besoin. Ça, c'est les deux conseils que je peux vous donner. Troisième point, donc je vais passer assez rapidement parce que je pense que vous connaissez aussi, c'est l'apprentissage par bouchée. Donc, c'est pas tout à fait pareil aussi que le micro-learning. Là, on est plus on va plus être dans un objectif vraiment qui va être centré sur le résultat de mon apprentissage. Je vais être plus intéressée finalement par le résultat de mon apprentissage que par le format de l'apprentissage. Alors que le micro-learning, on va être plus sur une approche holistique, une approche un peu plus... on est vraiment sur une approche d'apprentissage plutôt qu'une approche centrée sur les résultats de l'apprentissage. Mais là, c'est pareil, on va être vraiment sur j'apprends petit à petit pour pouvoir mémoriser beaucoup plus facilement. Et le dernier point, c'est le social learning. Alors là, je ne parle pas des réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je parle vraiment d'autres manières. Donc, ça peut être, par exemple, les classes virtuelles. Ça peut être échanger avec des experts, d'autres collaborateurs sur des sujets, etc., de débat, par exemple. Mais nous, on dit souvent chez Seven Speaking qu'on apprend seul, mais jamais sans les autres. Et là, j'en ai mis une autre. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Je pense que vous l'avez déjà entendu souvent, cette phrase. Donc voilà, c'est l'idée d'apprendre, de capitaliser sur les compétences des autres et de pouvoir avancer grâce aux interactions avec d'autres membres de l'organisation.
Donc évidemment, c'est l'apprenant qui devient formateur. Donc là, on a un côté valorisant quand même. Quand je suis apprenant, mais finalement je peux aussi apporter la formation à d'autres collaborateurs, c'est très valorisant parce que j'ai aussi le rôle de formateur. Donc, comme je disais, donc les avantages du social learning, ça va être optimiser la formation. Donc, on parle ici d'upskilling. Donc, on va valoriser les compétences du collaborateur et on va pouvoir donc augmenter la satisfaction et l'engagement du collaborateur qui va se sentir valorisé, puisqu'il va permettre à d'autres collaborateurs de lui apprendre quelque chose. Et ça, généralement, on est tous d'accord. Quand on a l'impression qu'on arrive à partager et qu'en fait, il y a quelqu'un qui progresse grâce à nous, c'est quand même très valorisant. Et évidemment, on capitalise sur les compétences en interne et on fait des économies sur des frais de formation. Donc, comment, justement, alors on va prendre l'exemple avec Seven Speaking, comment on peut apprendre une nouvelle langue et une autre compétence en travaillant. Donc nous, avec Seven Speaking, ce qu'on vous propose, justement, c'est de pouvoir, à travers... hop, je vous mets l'image, ça sera plus sympa. À travers notre plateforme, vous allez pouvoir vous former au moment où vous en avez besoin, parce qu'en fait, on va essayer d'analyser votre profil, votre niveau, et donc vous proposer des activités en fait, qui sont vraiment rattachés finalement à vos objectifs professionnels et vos objectifs aussi personnels, parce qu'il faut les lier. On a beaucoup de collaborateurs qui utilisent la plateforme et qui forcément n'ont pas forcément d'objectifs professionnels à un moment précis, et donc du coup, ils ont envie de se former sur des objectifs personnels. Et là, on apprend toujours mieux que lorsqu'on est intéressé, donc c'est pour ça qu'on demande vraiment à tous les collaborateurs de renseigner leur centre d'intérêt. Ensuite, très important, on va déployer des audits. Pourquoi les audits c'est important? C'est un petit peu comme vous en fait, quand vous faites vos retours sur vos besoins de formation, quand on arrive aux entretiens individuels, que vous demandez aux collaborateurs, voilà, quelles sont finalement les compétences que vous devez développer, etc. Ça vous permet aussi de discuter avec vos collaborateurs et en fait, finalement de gagner du temps, puisqu'en fait on demande directement aux collaborateurs de répondre à des audits et grâce à des enquêtes individuelles, on peut savoir quels sont réellement leurs objectifs. Par la suite, on va donc avoir des indicateurs de performance qui vont être définis pour votre projet. Ça va vous permettre de faire évoluer votre projet dans l'entreprise. Évidemment, on a aussi le fameux test de positionnement pour que vous puissiez cartographier aussi les collaborateurs au sein de l'entreprise. Ce test de niveau en ligne vous permet aussi d'avoir facilement le niveau de tous les collaborateurs pour qu'ensuite ils puissent avoir le contenu adéquat au moment où il en a besoin et surtout adapté à son niveau. Alors, on pense aussi à vous. J'avais pas envie de parler beaucoup de la plateforme Seven Speaking, mais plutôt de la plateforme RH, Mila, donc My Innovative Learning Analytics. Aujourd'hui, cette plateforme, elle vous permet de pouvoir vraiment avoir un œil sur la progression et les avancées des collaborateurs. Aujourd'hui, sans ça, c'est difficile de pouvoir vraiment cibler ce dont a besoin le collaborateur au moment où il en a besoin. Donc en fait, analyser un petit peu de manière macro, où est-ce que ça pêche? Où est-ce que je vais devoir centrer les formations? Quel format fonctionne le mieux? Est-ce que c'est plutôt le micro-learning que j'ai déployé? Parce qu'on peut déployer le micro-learning à l'échelle de toute l'entreprise. Ou est-ce que ça va être plus, par exemple, des webinaires ou des live talks qu'on va déployer sur des moments stratégiques pour vous, où les collaborateurs sont un petit peu moins pris, etc. Donc là, voilà, quel est en fait l'impact du projet qu'on a mis en place avec nous, avec Seven Speaking, pour vos collaborateurs en langue? Et ensuite, évidemment, pouvoir faire des bilans et mesurer le retour sur investissement de ce qu'on a mis en place ensemble. Voilà, donc ça, vous avez un aperçu de cette plateforme RH. Donc, pour conclure, ensuite, après, on laissera un petit moment pour les questions, si vous avez des questions. Évidemment, la digitalisation, la pandémie, tout ça a initié qu'on réfléchisse à de nouveaux formats d'apprentissage. Et puis, vraiment, apprendre dans le flux de travail a pu répondre à tous ces enjeux. Donc, de flexibilité, de Covid, tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a plus le temps de se bloquer du temps pour se former. Donc, il faut pouvoir être capable de se former au moment où j'en ai besoin, avec les outils les plus adaptés sur les compétences ciblées. Pour ça, il faut pouvoir instaurer des cultures d'apprentissage, de manière générale en entreprise, dont la culture du changement, la première culture, qui va donc engendrer une culture du digital, et puis évidemment, on pourra terminer par intégrer une culture apprenante,
pour mettre la formation au centre des préoccupations de l'entreprise, puisqu'évidemment, il faut que mon collaborateur il ait des compétences qui évoluent au fur et à mesure, puisque je crois que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous savez, mais une compétence aujourd'hui, elle a une durée de vie à peu près de 2 ans. Il y a à peu près 30 ans, un peu plus même, 40 ans, elle avait une durée de vie de 30 ans à peu près. Donc vous voyez à quel point ça évolue. Donc dans 2-3 ans, je ne sais pas combien de temps va durer une compétence. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure au niveau des métiers. Dans quelques années, on ne sait pas en fait les métiers de demain, et donc on va avoir besoin de se former. Et en fait, on n'a jamais le temps. D'ailleurs, je pense que vous êtes tous d'accord. RH, la première excuse de nos collaborateurs, c'est « je n'ai pas le temps, je suis désolée, c'est super cette formation. Cette plateforme, elle est super, mais alors j'ai pas du tout le temps. » Donc ça, on est tous d'accord, on entend tous ça. Donc comment on peut pallier justement à ce type de retour, et comment on peut leur donner des solutions pour qu'ils trouvent du temps pour se former. Donc évidemment, ce que je disais, apprendre à apprendre, c'est pas inné. Il faut accompagner les collaborateurs à apprendre et donc leur donner les outils adéquats. Et donc, on vous donne quelques idées d'outils comme le micro-learning, le just-in-time learning, le social learning, ou même d'autres moyens, si vous en avez. On pourra en discuter juste après, pour pouvoir vraiment adapter l'apprentissage aux collaborateurs. Et évidemment, je l'ai dit tout à l'heure aussi, mais la direction, ils doivent être précurseurs de ce changement et ils doivent vous apporter les moyens nécessaires, vous, RH, pour pouvoir faire évoluer ces formats d'apprentissage et permettre à vos collaborateurs de se former au mieux. Merci à tous pour votre écoute. Si vous avez des questions, merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver au stand vous nous au avez 60. poussé un tout petit peu plus loin que les 24 minutes hebdomadaires d'apprentissage. Bravo, on peut l'applaudir, je suis d'accord. Merci. Est-ce que sur cette base, ça soulève des questions pour quelqu'un ? Vraiment, Fanny, merci. Moi, j'ai une toute petite question. Non, et comment on commence ? C'est quoi le type ? Est-ce qu'il y a une anecdote ou quelque chose ? Alors, comment on commence ? C'est une très bonne question, parce qu'en fait, on a tous ce fameux blocage. Surtout pour apprendre une langue, on va se dire « Ah non, j'attends la phrase parfaite, j'attends le mot parfait, j'attends d'être parfait pour pouvoir commencer. » En fait, non. Il faut essayer de surpasser ce blocage, et on l'a tous. Qu'on ait 6 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans, on a tous ce blocage. Donc, il faut essayer de passer au-dessus. Et pour ça, discuter avec ceux qui ont les bons moyens. En fait, partager. Je pense que le partage, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et faites confiance à ceux qui se forment aussi et qui ont déjà des routines pour pouvoir vous aider à mettre en place des routines. Et nous, organismes de formation, on peut vous aider à mettre en place des routines. Aussi. Donc, n'hésitez pas à nous poser les questions qu'il faut. Échanger. On parle beaucoup de collaborer, etc. C'est ça. Donc, voilà. On vous attend sur le stand. On est pas stand tout seul. au 60. Excellent. Merci beaucoup, et puis bon salon à tous.